bienvenue à cette séance ordinaire du 14 novembre. Donc, en ouverture de la séance, d'ores et déjà, je vous dis que nous allons aujourd'hui être en présence de Mme Lison Huard, la greffière adjointe. Et je souhaite une bienvenue spéciale à Mme Dolores Simard et à Mme Nadine Gagné. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, ce sera l'assermentation des membres du Conseil. Au point 4, dans les messages, une allocution concernant notre nouveau mandat. À 4.2, le départ de Mme Céline Foster-Tremblay. À 4.3, félicitations pour un jeune athlète. Et à 4.4, félicitations à la Polyvalente des Rivières. Au point 5, la répartition des responsabilités des membres du Conseil. Au point 6, dans l'adoption des procès-verbaux, on a la séance ordinaire du 12 septembre et la séance extraordinaire du 27 septembre à adopter. Au point 7, en développement économique, à 7.1, je ferai le suivi des dossiers. À 8, en développement culturel et communautaire. À 8.1, le suivi des dossiers, suivi de la politique municipalité amie des aînés pour une mise à jour. Au point 9, en urbanisme et mise en valeur du milieu, 9.1, le suivi des dossiers. À 9.2, le rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 10, en sécurité publique, le suivi des dossiers, suivi de la démission et retraite de pompiers. À 10.3, l'engagement de nouveaux pompiers. À 10.4, l'achat d'un camion et des équipements. Et à 10.5, le programme d'aide financière pour la formation des pompiers. Au point 11, en transport, le suivi des dossiers, revitalisation de la première avenue, le décompte progressif numéro 1 et le projet de la première avenue pour des travaux reportés. Au point 12, développement touristique, le suivi des dossiers, à 12.2, les eaux usées au camping, le 12.3, tourisme Côte-Nord, circuit de bornes de recharge électrique, et à 12.4, le club quad Haute-Côte-Nord. Au point 13, l'hygiène du milieu, suivi des dossiers. Même chose à 14, en loisirs et sports, suivi des dossiers. Au point 15, en administration, il y aura le rapport de l'élection. À 15.2, l'approbation et le paiement des comptes. À 15.3, le rapport financier à ce jour. À 15.4, les autorisations de déplacement. À 15.5, demande d'aide financière. À 15.6, la nomination d'un maire suppléant. À 15.7, le renouvellement du contrat Adjet Holding Incorporé. À 15.8, substitut de la mairesse à la MRC de la Haute-Côte-Nord. À 15.9, la TEC 2014-2018. À 15.10, révision du budget de l'OMH. À 15.11, l'agence de développement municipal. À 15.12, les signatures dans les opérations bancaires. À 14, dans les actes législatifs, 16.1, j'ai dit 14, 16, excusez-moi. Dans les actes législatifs, à 16.1, servitude en faveur d'Hydro-Québec. Et ce sera la période de questions et la fin de l'Assemblée. On les a reçus pour la dernière fois. On vous fait? Avec 15 administrations. 15.3. 15.3. Vous me suivrez, je vais annoncer les titres de façon bien claire avant qu'on les aborde à ce moment-là. Merci. Propose l'acceptation de l'ordre du jour. Monsieur Racine, ça va pour tous? Au point 3, donc, dans l'assermentation des membres du Conseil, alors chacun d'entre nous, vous avez devant vous le formulaire d'assermentation. Donc, publiquement, on va le faire ensemble. Alors, je, Micheline Antille, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Forestville. Et je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Les signatures vont se faire à la fin de l'Assemblée. Et je vous invite les 6 ensemble à lire chacun votre déclaration. Ensemble. Déclare solennellement que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Forestville. Et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. Merci.
Donc, à 4.1, alors je voudrais profiter de cette première assemblée publique du nouveau conseil municipal pour, premièrement, remercier la population de sa confiance envers nous. Soyez assurés de notre volonté d'améliorer notre milieu et que nous relèverons ce nouveau défi avec le sens des responsabilités que vous nous reconnaissez déjà. Permettez-moi quelques minutes pour remercier les conseillers qui nous ont quittés. Madame Joanne Gagnon, qui a fait 2 mandats, et Monsieur Yannick Bérubé, qui a fait 1 mandat. Alors, on les remercie de leur expertise et de leur dévouement et de leur disponibilité. Nous accueillons aussi chaleureusement 2 nouvelles conseillères. Alors, ça augmente la part féminine à la table. Donc, Madame Simard et Madame Gagné, bienvenue, Mesdames. Et félicitations pour votre engagement. Parce qu'une chose est certaine, nous sommes tous ici au sein du Conseil pour travailler ensemble et cet engagement-là est à l'égard de tous les citoyens. Alors, nous allons œuvrer en ce sens. Nous abordons ce mandat sous le signe de la continuité. Continuité dans la saine gestion, dans le développement social et économique, et il y a déjà des dossiers sur la table, la promotion de nos ressources, de nos attraits, de notre milieu, l'amélioration de nos infrastructures, il faut en prendre soin, il ne faut pas juste construire, il faut prendre soin de ce qui est déjà existant, rehausser la qualité de vie des citoyens et être constamment soucieux de vous garantir des services de qualité à un coût contrôlé. Au cours de la prochaine année, nous aurons aussi à mettre en place les applications de la nouvelle loi 122, loi qui vise à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité. Et en ce sens, les municipalités et les MRC se voient augmenter donc leur autonomie, leur pouvoir et en même temps, évidemment, leurs responsabilités. Nous comptons aussi être particulièrement attentifs à nos jeunes familles, à nos aînés qui sont déjà et seront de plus en plus nombreux au cours des prochaines années, au soutien à nos organismes, on se rappelle que le Forum citoyen a parlé en ce sens, et à accompagner et à faire la promotion avec nos commerces et nos entreprises. Finalement, nous poursuivrons dans la voie des recommandations du Forum citoyen et nous comptons faire une place particulière à la participation citoyenne. Nous voulons échanger et partager avec la population, avec ses groupes, avec ses organismes, avec des personnes qui individuellement peuvent être aussi intéressées à apporter leur contribution sur des sujets qui les touchent. Dès le début de 2018, d'ailleurs, nous vous reviendrons à ce sujet et soyez assurés qu'il y aura une place pour les citoyens qui veulent contribuer, qui veulent construire avec nous. Donc, nous vous proposerons en début janvier une structure, une organisation de participation citoyenne vraiment améliorée. Et il ne faut pas oublier que nous aurons en 2019 un grand privilège, celui de célébrer les 75 ans de la ville de Forestville. Alors en 2018, il faudra préparer avec la population ces fêtes-là, cette célébration de 2019. Donc planifier l'événement et choisir de quelle façon on veut le souligner. Et ça, on va le partager avec la population pour en faire un projet collectif. Mais la ville de Forestville aura ses 75 ans. C'est jeune pour une ville, mais c'est aussi des moments importants à souligner. Alors voilà, on entreprend donc ce nouveau mandat avec ces responsabilités-là et tout ce défi et ces grands espoirs pour l'amélioration de notre milieu de vie. À 4.2, le départ de Mme Céline Foster-Tremblay. Alors, Mme Céline Foster, M. Guy Tremblay ont quitté Forestville tout récemment. Et nous voulons souligner la grande implication communautaire de Mme Foster particulièrement. Et elle a eu un mandat de mairesse. Elle a été mairesse par intérim du 14 novembre 1994 au 5 novembre 1995. Elle était de l'équipe de M. Claude Pinel, qui avait alors démissionné dans le cours de sa dernière année de mandat. Et Mme Foster a donc pris la relève par intérim. Alors, nous voulons la remercier particulièrement et bien sûr leur souhaiter à tous les deux de bonnes années sous d'autres
dans un autre milieu. À 4.3, félicitations jeune athlète. Alors, on a vraiment un jeune athlète qui est Marc-Antoine Mercier, qui est le fils d'Isabelle Bouchard et d'Alain Mercier, que plusieurs doivent connaître, qui évolue cet hiver pour les élites de Jonquière dans la catégorie midget 3A, et ce jeune a seulement 15 ans. Cet athlète n'en est pas à ses premières expériences au Saguenay. Il a évolué au sein de l'Espoir Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le Bantam 3A majeur. L'an dernier, après avoir complété une saison avec les Nord-Côtiers dans le Bantam 3A relève, il y a 2 ans. Le jeune homme a été sélectionné à 2 reprises par Hockey Québec dans le cadre des camps estivaux des saisons 2016 pour les 15 ans et moins et 2017 pour les 16 ans et moins. Alors, les membres du conseil veulent féliciter ce jeune qui est un ambassadeur de notre milieu, qui est vraiment très, très actif en tant qu'athlète et lui souhaiter une très belle saison. C'est un jeune de Forestville. À 4.4, au niveau de la polyvalente des rivières, vous avez probablement vu cette semaine, mais le conseil tient particulièrement à féliciter les dirigeants et le personnel de la polyvalente des rivières. Ils ont la première position au classement des écoles de la Côte-Nord. Alors, c'est un magnifique trophée. Et je pense que ça donne une belle reconnaissance à la qualité de l'enseignement dans notre milieu. Et je pense que ça doit être aussi une fierté pour nous tous. Alors, le conseil tient à souligner cette première position de la polyvalente des rivières. Au point 5, dans la répartition des responsabilités des membres du conseil, alors pour ceux qui sont des habitués des assemblées, vous voyez que les gens se sont déplacés en termes de sièges. Et pour ceux qui y sont habitués, vous voyez aussi que lors du jour, les titres des blocs de responsabilité ont aussi changé, okay, pour être davantage conforme aussi à la loi 122. Dans les responsabilités de chacun, qu'on va aussi adopter par résolution. Alors, juste pour rappeler, en fait, la mairesse est celle qui est responsable de toutes les représentations publiques. Elle est responsable de la gestion globale des ressources humaines, matérielles, financières. Elle est le porte-parole aussi en termes de responsabilité, soit interne et externe. Elle est la responsable du développement et elle est la responsable de toutes les infrastructures municipales. Madame Dolores-Simard, qui est au siège numéro 1, sera en responsabilité sur le développement culturel et communautaire. Alors, on parle par exemple de bibliothèque, musée, salle de spectacle, centre culturel, Villa Forestville, on en parlait tantôt. Alors, c'est Madame Simard qui est à ce siège. Monsieur Mario Desbiens, au siège numéro 2, juste changé de place, toujours en urbanisme et mise en valeur du milieu. Donc, la circulation routière, piétonnière, la signalisation, le zonage, la rénovation urbaine, le logement, sera sous la responsabilité de M. Desbiens. M. Foster, siège numéro 3, qui sera responsable de la sécurité publique et du transport. Sécurité publique, ça veut dire la Sûreté du Québec, les incendies et la protection civile. Le transport, c'est la voirie municipale, la neige, l'éclairage des rues, sous la responsabilité. Madame Gina Lheureux, siège numéro 4, sera au développement touristique, donc le bureau d'accueil, la baie verte, les sentiers, le camping, ce sera Madame Lheureux. Madame Lentine Gagné, nouvellement, donc au siège numéro 5, à l'hygiène du milieu, donc l'eau potable, les eaux usées, les matières résiduelles, l'environnement, sous la responsabilité de Mme Gagné. Et M. Guy Racine au siège numéro 6, en loisirs et sports, donc les parcs, le terrain de jeu, l'aréna, les quilles, curling, salle de gym, piscine, piste cyclable, sous la responsabilité de M. Racine. Alors, dans ce tour de table, toutes les responsabilités municipales sont couvertes, au sens légal, même aussi des règlements. Par résolution, donc, pour l'adoption de cette répartition de responsabilités, M. Foster. Au point 6, les derniers procès-verbaux, donc premièrement celui du 12 septembre. Je le rappelle, les procès-verbaux ont été déposés en comité de travail hier.
Chacun en a fait la lecture, a pu poser les questions afin d'être dispensé de la lecture intégrale des procès-verbaux en séance publique. Si ça vous convient toujours, adoption du procès-verbal du 12 septembre, dans un premier temps, Mme Lheureux. Et il y a eu séance extraordinaire le 27 septembre, donc la même chose, adoption proposée, M. Foster. En développement économique, suivi des dossiers. Alors, le groupe Riverains Maritimes a obtenu une subvention de près de 520 000 $ pour la réfection des travaux d'amélioration au navire, le navire qui est ici, le Jean-Joseph. Alors, comme on le sait, le groupe veut développer des nouveaux créneaux, transporter d'autres matériaux, et veut aussi ouvrir des nouvelles routes de transport maritime, toujours à partir de Forestville, mais davantage les Maritimes, la Basse-Côte-Nord, l'Est du Canada. Alors, ils ont obtenu une subvention dans le cadre de la stratégie maritime que nous avions déjà appuyée d'ailleurs, pour un montant très exactement de 519 100 quelque chose. Alors, nous ne pouvons que nous réjouir, parce que c'est un demi-million d'investissement pour ce navire, donc, et ouvrir des nouveaux créneaux, des nouveaux marchés, et être encore plus actif donc, dans le développement des affaires et des retombées économiques pour nous. Il y a aussi le Centre de formation professionnelle qui se fait une cure de rajeunissement majeur. On parle d'un investissement de 6,2 millions, alors c'est pas à peu près. Alors c'est un investissement sur le pavillon de foresterie. C'est certain que cette construction, cette réfection, vient vraiment consolider leur place dans le domaine de la formation en foresterie. Et c'est certain que pour Forestville, c'est une contribution majeure à la vitalité du milieu, que ce soit pour la formation de la main-d'œuvre, ça amène des jeunes de partout. C'est les activités économiques qui y sont associées et ils rayonnent le Centre de formation professionnelle à la grandeur du Québec à l'heure actuelle. Alors, on félicite les dirigeants et tout le personnel du CFP pour, je dirais, leur ténacité dans ce projet parce qu'il ne date pas d'hier, mais ils ont tenu la route et ils ont persévéré et c'est 6,2 millions d'investissements dans notre localité. Alors, bravo, on l'apprécie grandement. En développement culturel et communautaire, maintenant au niveau du suivi des dossiers, dans un premier temps, Action Chômage nous demande vraiment là, de leur donner l'information sur la place publique. Ils nous invitent, il y aura une marche à Forestville le 24 novembre avec Action Chômage. La loi, la réglementation au niveau des chômeurs, alors qu'ils mènent la bataille depuis des années, au lieu de s'améliorer, vraiment, ça empire. À l'heure actuelle, ils ont besoin de faire 595 heures pour obtenir 18 semaines de prestations. La nouvelle réglementation les amène à 665 heures de travail pour obtenir 15 semaines de prestations. Alors, on demande plus d'heures de travail pour obtenir moins de prestations. Et moi, ce qui vient vraiment me toucher, il y a une espèce d'inéquité dans ça. Je serai présente d'ailleurs à leur rencontre à l'éconologue jeudi. En Gaspésie, dans une poissonnerie, ils ont besoin de faire 420 heures pour obtenir 28 semaines de prestations. Les poissons d'un bord ou l'autre du fleuve, je ne pense pas qu'ils fassent de beaucoup de différence de qui les apprête et les traite. Mais sur la Côte-Nord, ça prend 1400 heures pour obtenir le même 28 semaines de prestations. Si on appelle ça autrement que de l'iniquité, là, il y a des questions à se poser. Je parle des pêcheries, mais les emplois saisonniers, c'est autant en termes du tourisme, foresterie, sylviculture. Puis il faut penser que dans l'enseignement aussi, il y a des professeurs qui sont aussi des saisonniers ou sur appel ou dans le domaine du cinéma, théâtre, TV, c'est beaucoup des gens qui sont aussi des saisonniers. Alors je pense que ça touche beaucoup la Haute-Côte-Nord
Et il le dénonce et il demande à la population de contribuer, de les aider à prendre la place publique aussi pour faire reconnaître tout simplement la même chose que les autres régions dans les mêmes domaines. Ils n'ont pas de traitement de faveur, ils demandent la même chose. Alors voilà pour le message. J'ai participé aussi le 9 novembre dernier, c'est la semaine dernière, à une consultation à Bécomo qui a été faite par l'Institut du Nouveau Monde. Il y aura un sommet des générations au Québec à l'automne 2018 et le gouvernement se prépare à sortir un livre blanc sur le thème solidarité et équité intergénérationnelle. On parle beaucoup du vieillissement de la population. On parle des générations qui ont peur d'avoir un fardeau financier venant des aînés. Donc comment on peut vivre tout le monde ensemble? Quels sont les vrais chiffres aussi? Parce que c'est pas vrai que les aînés sont un fardeau financier, par exemple, dans la santé. 10% seulement de la population des aînés a besoin de services. Les 90%, ce sont des gens qui sont actifs, qui contribuent à l'économie et au savoir. Donc, faire valoir comment on peut vivre tout le monde ensemble. L'exercice à Bécomo visait à recueillir nos commentaires sur 4 thèmes: milieu et qualité de vie, emploi et retraite, la relève au niveau des emplois, les services et les politiques publiques et la démocratie et la participation citoyenne. Alors, on était 15 organismes et j'ai représenté le monde municipal dans cette consultation-là. Maintenant, en développement culturel et social, je vais donner la parole à Mme Simard, qui veut nous entretenir de Villa-Forestville. Bon, je ne sais pas, vous devez sûrement être au courant, Oui. au courant que Villa-Forestville, c'est une ressource pour personnes âgées en légère perte d'autonomie, avec des services de repas, de gardiennage de nuit. Au départ, ça avait été fait pour 8 logements, donc une dizaine de personnes. Or, de 10 personnes, actuellement, on est à 19 personnes pour les repas. Donc, ça a causé un problème, c'est que le salon communautaire et le salle à dîner étaient trop petits. Depuis 3 ou 4 ans, on a trouvé divers moyens de financement pour faire cet agrandissement. Et maintenant, après 3 ans et 4 mois, on est en voie de voir la réalisation. C'est-à-dire que le salage est coulé, ça va venir, les murs s'en viennent. Et d'ici 1 mois, on devrait avoir cet agrandissement-là, c'est-à-dire un agrandissement de 10 pieds par 31 pieds. Pourquoi 10 pieds? Bien, on ne pouvait pas empiéter sur le terrain de la ville, donc on a pris le terrain qui était disponible. Et ça va être une belle réalisation pour nous autres qui avons travaillé, mais aussi pour les gens âgés. C'était petit un peu dans la salle à dîner. Fait qu'on est bien contents de ça. Merci beaucoup, Mme Simard. Merci. À 8.2, mise à jour pour la politique MADA. Alors, on le sait qu'on a une politique municipalité amie des aînés et une politique familiale. Il fut un temps où on nous demandait au niveau du gouvernement d'en faire une seule politique, ça s'appelait la politique familiale, incluant la politique MADA. Ils ont changé d'idée au cours des dernières années. Là, ils nous demandent de séparer les 2 politiques, la politique familiale et la politique municipalité amie des aînés. Alors, on va s'y conformer. Alors, on est à l'étape de revision, ça va bien faire, on va répondre à leurs exigences en faisant la révision de notre politique. Quand je parle de révision, c'est qu'il y a un comité qui inclut des gens du milieu, des organismes, alors les gens vont être sollicités à venir s'asseoir autour de la table, regarder le plan d'action, voir qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui ne l'a pas été, qu'est-ce qu'on veut réaliser au cours des prochaines années et l'intégrer dans la politique pour qu'à ce moment-là, ça devienne le cadre de référence aussi de nos décisions et actions d'avenir. Alors, il est résolu d'autoriser Mme Peggy Bourque-Ouellette, agente de développement, signée pour et au nom de la Ville de Forestville, une demande de subvention auprès du ministère de la Famille dans le cadre du programme Municipalité Amie des aînés afin de faire la mise à jour de la politique familiale. Il est également résolu de me mandater à titre de mandataire désigné pour le suivi de la demande d'aide financière, la signature de la convention d'aide financière et la reddition de compte auprès du ministère. Et de confirmer que la conseillère, Mme Demarest-Simard, est l'élue responsable du dossier des aînés au sein du conseil municipal de la Ville de Forestville. C'est une exigence dans le cadre des politiques familiales d'avoir un élu
désignés aux matières familiales et aînées. La résolution, donc, Je propose. M. Racine. À 9.1, en urbanisme et mise en valeur du milieu. Alors, un seul commentaire. Nous avons procédé au cours des dernières semaines. La température, pour pas dire le petit Jésus, nous a épargné. Des travaux d'asphaltage sur les... On a pris les sites les plus brisés de Paul B. Donc, il y a eu des travaux d'amélioration, d'asphaltage. Aujourd'hui, on comprenait qu'il y avait encore des camions chargés de bois qui étaient sur ces sites qu'on vient de réparer. Alors, c'est toujours un peu désolant. Mais c'est une partie donc de rénovation. Pour cette année, ça va atteindre un coût approximatif de 60 000 $, les travaux qui ont été faits, et d'autres travaux qui vont être planifiés pour la prochaine année. À 9.2, dans le rapport des permis de rénovation et de construction, on a donc le rapport qui a été déposé par Mme Julina Foster, et je vais demander à Mme Huard de nous faire ce dépôt et lecture. Oui. En nouvelle construction, l'année passée, à la même date, c'est-à-dire de janvier à octobre, on avait 3 permis pour 410 000. Cette année, on a 4 permis pour 363 000. En rénovation et amélioration, en 2016, 129 permis pour 3 483 400. Et cette année, on a 3 581 65 pour 131 permis. Une hausse. Une hausse au niveau des permis de rénovation et d'amélioration. Merci beaucoup, Mme Huard. Le point 10, maintenant, sécurité publique, à 10.1 dans le suivi des dossiers. Je donne la parole à M. Foster. Merci, Mme le maire. Bonsoir tout le monde. C'est la continuité de Marie-Pierre Dufour qui est la préventionniste au service des incendies. Vu que le temps des lumières de Noël arrive, les parties qui vont avoir lieu, c'est ce qu'elle me demande de vous dire là, pour point de vue sécuritaire. L'hiver est la saison de prédilection pour cuisiner des gros repas et recevoir la famille et les amis dans le confort de notre maison et lors des repas de Noël au bureau. Le service de sécurité incendie de la ville de Forestville invite ses citoyens à la prudence dans la cuisine, entre autres, lors de l'utilisation de réchauds à fondu. Les fameux réchauds à fondu. Vous avez entendu parler de ça? Les réchauds à fondu à manipuler avec soin. Manipulez toujours les réchauds à fondu avec soin, car le risque de brûlure et d'incendie sont très importants, et favorisez les réchauds à fondu électriques. À la maison, si vous optez pour le réchaud à fondu, assurez-vous qu'il soit sur une surface stable, supportant la chaleur. Évitez de le placer directement sur une nappe ou un apron. Il se vend des plaques en acier ou avec des pattes exprès pour ça. C'est sûr que si on met un apron ou une nappe, ben, le dessous a tendance à réchauffer et le feu peut prendre. Aussi, dégagez de quelques centimètres autour du réchaud. Assurez-vous que le brûleur à combustion liquide est bien refroidi avant de le remplir. Ne jamais le faire lorsqu'il est chaud. Pour plus de sécurité, utilisez un second brûleur. Utilisez un couvercle en métal pour éteindre le brûleur. Ça, c'est si jamais la flamme s'éteignait, elle n'allait pas prendre de l'eau pour éteindre ça, ou on prend un couvercle pour le mettre dessus. Pour des réceptions d'employés de bureau, nous vous invitons à communiquer avec le service des incendies afin de valider que vos installations pour les repas de fondu soient conformes selon la réglementation en incendie. Le plus beau cadeau à l'approche de Noël est la prudence. Si vous permettez, Mme la maire, je vais ouvrir une petite parenthèse pour ceux qui ont écouté les nouvelles à soir à 6 h au National. Un détecteur de fumée qui coûte 7,95 $ a sauvé la vie d'un monsieur. Le service des incendies avait été l'inspecter il y a une couple de jours, puis son détecteur n'était pas collecté, la batterie n'était pas dedans. Ils ont demandé de mettre sa batterie, puis aujourd'hui, il est passé au feu, puis c'est son détecteur de fumée qui l'a sauvé la vie. Ça a pris les pompiers pour aller chercher sur le toit, là, parce qu'il n'y avait plus d'issue à nulle part pour sortir. Ça fait longtemps qu'on dit que les détecteurs de fumée, pour le prix que ça coûte, là, je pense que sauver une vie pour 7,95 $, ça vaut la peine. En tout cas, je lance ce message à ceux-là qui n'en ont pas encore. J'espère que vous allez vous en procurer, c'est pour votre sécurité à vous autres, votre famille, vos enfants. C'est tout. Le bon message. Merci.
À 10.2, donc on a des démissions et on a retraité. Au niveau des démissions, donc Mme Sandra Martel, qui était dans la division de Forestville, qui était entrée en fonction en 2008, et Mme Rachel Tremblay dans la division de Portneuf-sur-Mer, qui était là depuis 2005. Et M. Yvon Fortin de la division de Colombier, après 20 ans de service, donc le pompier qui se retraite. Donc, accepter ces démissions par voie de résolution. M. Foster. À 10.3, on a de la relève. Donc, sur recommandation du service des incendies, on procéderait à l'engagement des pompiers suivants, tous deux dans la division de Forestville, donc M. André Briand et M. Nicolas Tremblay. Par résolution, Mme Simard. À 10.4, le camion, achat de camions et équipements. Le 11 juillet 2017, on a fait une résolution pour acheter un camion 2017 et qui a été adoptée en mentionnant que le montant serait pris à même le budget d'opération. C'est là que le changement. Attendu que la résolution ne mentionnait pas l'achat d'équipements en signalisation, en communication et au lettrage du véhicule. Il est donc résolu d'affecter ces dépenses au surplus accumulé non affecté de 2016 de l'entente intermunicipale. C'est un camion pour les incendies. Donc, l'achat du camion est au montant de 38 507 $ plus taxes. Le lettrage et l'équipement qui est nécessaire, évidemment, de mettre à bord est au montant de 8 785 $ plus taxes. Alors, on doit refaire la résolution pour être vraiment conforme à la loi. Madame Gagné. Dans la formation des pompiers, il y a un programme d'aide financière, puis évidemment, on veut en bénéficier pour que nos pompiers aient toujours une formation à jour. Donc, par résolution, attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habilités nécessaires afin d'intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec établit le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou pompiers à temps partiel. Attendu que ce programme a pour objectif d'apporter aux organisations une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés afin d'agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habilités de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité municipaux. Attendu que la Ville de Forestville désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, attendu que la Ville prévoit, on a besoin de formation en désincarcération pour 8 pompiers dans le cadre du volet 3 qui s'appelle « Besoins spécifiques en formation » au cours de la prochaine année afin de répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations sur le territoire. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC Haute-Côte-Nord en conformité avec l'article 6 du programme. Il est donc résolu de faire une demande d'aide financière auprès du ministère de la Sécurité publique dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou pompiers à temps partiel et de transmettre cette demande à la MRC Haute-Côte-Nord. Par résolution, M. Desbiens. Voilà, pour la sécurité publique. Au point 11, maintenant, au niveau des transports. Alors, je veux vraiment prendre un moment pour vous faire l'évolution, rapport d'évolution des travaux de la première avenue. Alors, les travaux sont terminés pour l'année, pour le 2017. Nous devrions, au cours des prochaines heures, j'ose pas dire demain, mais en tout cas au cours des prochains jours, avoir accès donc à la circulation sur la première avenue. En fait, ils sont dans les derniers jours à poser des plaques au sol pour les lampadaires. Les fûts des lampadaires sont BO, sont d'accordeurs, je voulais le dire en français, sont en commande et seront reçus au cours des prochaines semaines. Alors, mais ils seront posés quand même. L'entrepreneur ira déneiger les plaques
au sol sont posés, ont été posés aujourd'hui. Donc, en enlevant la neige, il y aura moyen d'aller poser les lampadaires. Il y a eu du lignage temporaire. Donc, ça pourra être accessible au cours des prochains jours. Je vais apporter des précisions sur certaines choses. Bon. Alors, le reste des travaux sont reportés en 2018 et on aura une résolution tantôt qui vient encadrer ça. Il reste l'engazonnement sur les côtés. Il reste la piste cyclable. Il y aura un lignage permanent. Là, il y en a un temporaire. Et il y a une deuxième couche d'asphalte qui sera faite au printemps. La deuxième couche d'asphalte, ce n'est pas parce qu'il fait froid, c'est parce que c'est la règle des ingénieurs. Il y a une première couche, on laisse la compaction naturelle se faire pendant les prochaines saisons et l'an prochain, la deuxième couche. Et si nécessaire, il y aura des corrections, évidemment, selon ce que ça va bouger. Il y a eu, certains ont dit qu'il y avait des piscines, d'autres ont dit qu'il y avait des trous. En tout cas, le vrai mot, c'est des nous. Donc, chaque côté, il y a des espèces de, moi je disais c'était des bains, enfin, des cuvettes. On a entendu tous les noms au cours des dernières semaines. Donc, de chaque côté, en alternance, il y a ces espèces de cuvettes, des nous, donc qui sont recommandées, qui sont vraiment décidées par les ingénieurs pour l'absorption en cas de pluie diluvienne, etc. Okay? C'est pour disposer des eaux. On a entendu de toutes les couleurs au cours des dernières semaines par rapport à l'aménagement de ces nous-là, mais la décision qu'a pris la Ville, c'est de les remplir, les piscines. Okay? Donc, ce n'est pas nécessairement ça qui était prévu au plan, mais personne d'entre nous ne souhaitait laisser des piscines du bord du chemin, puis tu t'en vas à vélo, puis tu prends une fouille, puis tu rentres la tête à première dans la piscine. Okay? Ça ne fait pas de sens. Alors, avec le contracteur, on aura quelques coûts supplémentaires, mais ces nous-là sont remplis de pierres nettes pour que finalement ça donne à l'égalité finalement de l'aménagement. Okay? Alors voilà pour ce qui est des nous. Certains se sont inquiétés beaucoup là, que finalement au lieu d'avoir une piscine couverte, la nouvelle piscine serait là. Il y a eu toutes sortes de propos. Alors je vous donne l'heure juste sur les nous. Voilà. Et nous sommes aussi en pourparlers très, très étroits avec Cogeco Connexion. Parce qu'il y a une magnifique bâtisse sur la première avenue qui appartient à Cogeco, qui n'a plus de fenêtres, plus de portes, qui est squattée, bon. Et on est en lien avec Cogeco pour qu'ils disposent de cette bâtisse, qui n'est vraiment pas une belle carte de visite. Alors, ils ont fait évaluer leur bâtiment. Ils le mettent en vente par le courtier Remax. L'entente, bon, il leur appartient. Alors, ils ont demandé si la Ville voulait l'acheter. La réponse, c'est non. Aucun intérêt. On leur a signifié que ce bâtiment-là avait été squatté l'hiver passé. Alors, il y a des dangers de feu, il y a des dangers inhérents à tout ça. Ils sont bien au courant. Et j'ai conclu avec eux que, bon, d'accord, ils le mettent en vente, mais que dès le printemps prochain, s'il n'y a pas d'acheteur, c'est certain que la Ville va réclamer la démolition de ce bâtiment. Alors, ils savent très bien où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et on les a dit et redit qu'on veut faire de l'embellissement, on veut revitaliser notre communauté. Alors, les bâtiments qui sont dans cet état-là, évidemment qu'on va faire pression pour que ça n'existe pas. Alors voilà, juste pour la première avenue. Et les résolutions qui suivent sont aussi pour ce projet-là. Donc, il faut approuver le décompte progressif numéro 1, donc un premier paiement au montant de 273 568,40 sous, plus taxes, dans le cadre du projet de revitalisation de la première avenue. Il est également résolu de ratifier le paiement effectué à Les Excavations Albertus Savard Incorporé, donc en date du 5 octobre 2017. Proposé? Propos. M. Foster. La résolution suivante, c'est attendu que les travaux de la première avenue ne sont pas complétés en raison de la température froide des derniers jours.
Attendu qu'il y a lieu de reporter certains travaux au printemps 2018, il est donc résolu de fixer au 1er juin 2018 la date limite de fin des travaux suivants. Engazonnement, asphaltage de la piste cyclable, le lignage permanent et l'asphaltage final de la rue. Et d'appliquer les pénalités prévues au contrat si les travaux ne sont pas terminés le 1er juin 2018. Je propose. Monsieur Racine. Merci. En développement touristique, maintenant à 12.1. L'heure juste sur le contrat des eaux usées du camping. On va donner le contrat. Les travaux vont se faire en 2 temps, donc les travaux vont commencer cette année. Ils sont capables de creuser, c'est pas un petit gelotte d'1 pouce. Alors, M. Savard qui a le contrat. Donc, il va commencer en bas au niveau du camping le 22 novembre prochain. Il est en attente des équipements, des matériaux qui lui sont nécessaires. Alors, il y a une première phase qui va être qu'on va avancer le plus possible. En fait, si la température est clémente, si on fait le 3/4, s'il a fait tout, tant mieux. Mais on doit en faire une partie cette année. Et la deuxième partie, au printemps prochain, sera finalisée. Parce qu'il faut absolument qu'on entre dans nos délais pour ouvrir le camping à la date prévue. Il n'est pas question qu'on change la date ou qu'on crée des inconvénients aussi aux gens qui font des réservations et qui veulent arriver à une date précise ou qui veulent prendre un billet de saison, un espace de saison. Donc, on y va de cette façon-là. Donc, la phase 1, le 22 novembre prochain. Et le plus loin qu'on pourra aller, sinon au printemps prochain, pour ouvrir le camping à l'été prochain de façon conforme. Et à 12.2, donc dans ce sens, attendu que la Corporation de développement touristique de Forestville s'occupe de la gestion du camping de la Baie Verte sur les terrains appartenant à la ville de Forestville, attendu qu'afin d'exploiter le camping en 2018, il y a lieu de procéder à l'installation de fosses septiques, attendu que le conseil municipal accepte de payer la différence entre la subvention, qui est de 26 375, et la soumission accordée par la corporation au montant de 192 614 et 29 sous plus taxes, et d'affecter cette dépense au surplus accumulé non affecté de 2016 de la ville afin que les travaux soient effectués cet automne. Madame Simard. À 12.3, les bornes de rechange électrique. Alors là aussi, on veut se mettre au goût du jour, répondre aux besoins de la population. Alors, il y a des éléments d'avenir par rapport aux autos électriques. On est déjà en installation pour la borne à recharge rapide. Maintenant, on a Tourisme Côte-Nord désire poursuivre les efforts de déploiement du circuit électrique de bornes de recharge de véhicules sur l'ensemble du territoire de la Côte-Nord. Attendu que la Ville a été pressentie pour l'implantation d'une borne de recharge de 240 volts, donc une borne lente. Attendu que la Ville souhaite permettre à tous les propriétaires de véhicules de circuler sur le territoire, et attendu que la Ville envisage d'obtenir une subvention de 8 000 $ qui représente 80 des coûts reliés à l'implantation de la borne de 240 volts. Il est donc résolu d'officialiser auprès de Tourisme Côte-Nord la sélection de Forestville, de confirmer l'engagement financier de la Ville sur le 20 des coûts d'acquisition et d'installation de cette borne de recharge de 240 volts. Alors, on pourrait bénéficier de 2 bornes de recharge au même endroit. Résolution de Mme Lheureux. À 12.4, pour le club quad. Là aussi, il y a de plus en plus d'adeptes. Ils ont des projets de développement, donc nouveaux volets, pas nouveaux, mais enfin un grand développement pour ce volet touristique. Attendu que le club quad Haute-Côte-Nord désire aménager un sentier d'interprétation faunique et touristique le long du littoral du Saint-Laurent. Attendu que le sentier projeté permettra une meilleure cohabitation des usagers, de même qu'une sensibilisation accrue. Attendu que le sentier balisé se trouve en partie sur le territoire de la ville de Forestville, parce qu'on travaille avec Portneuf et Forestville donc pour créer ce circuit-là. Il est résolu d'appuyer le Club Quad Haute-Côte-Nord dans ses démarches de financement auprès de la Fondation de la Faune du Québec. Alors, c'est M. Alain Mercier
qui travaille avec le club et les municipalités pour qu'on ait des sentiers dignes de ce nom. Par résolution, Madame Gagné. Voilà. Au point 13, en hygiène du milieu, alors il y a certains rappels que je veux faire. Richard a parlé tantôt des décorations, hein, de la période des fêtes. Alors c'est sûr que je vais inviter les commerçants, les propriétaires de maisons, de roulottes, de balcons, peu importe, à faire des décorations. Moi, je dis toujours, on peut faire ça simplement, quelque chose de pas cher, mais quelque chose qui soit accueillant, qui soit chaleureux pour souligner le temps des fêtes. Et vous savez qu'on participe de façon active à la campagne d'achat local, hein, avec l'ensemble de la Haute-Côte-Nord. Donc, inviter les gens aussi à faire leurs achats localement. Il y a des emplois, il y a l'existence d'entreprises, de commerces qui sont concernés par cet élément-là. Il paraît qu'on va avoir une première neige bientôt, plus en tout cas que celle qu'on a eue. Il y a des rappels à faire au niveau de la neige, hein? Pas dans la rue, pas dans la rue, on souffle pas dans la rue, on stationne pas non plus les autos dans la rue, il faudra y voir. L'été, on laisse vraiment beaucoup de latitude à ce niveau-là, mais il faut prévoir de les mettre ailleurs, les autos, là, parce que dans le parc, il y a des dépôts à neige qui ont été pour accommoder les gens, parce que sur les terrains du parc, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'espace pour disposer de la neige. Mais on a aussi un problème, et je le rappelle, c'est qu'il faut demander aux gens qui déposent, qui vont dans ces dépôts-là, de la pousser, la neige, au fond du dépôt, puis ils vont s'en venir tranquillement, puis il va finir par être plein. Mais on a un problème. Les gens travaillent souvent avec des grattes en avant des 4 roues, puis ils poussent juste à la moitié, puis là on est obligé d'y aller avec les loaders ou avec des compagnies, puis pousser la neige, pousser la neige. L'hiver passé, on a eu un hiver assez important au niveau de la neige, et ça a créé beaucoup de problèmes. Et il y a des coûts associés à ça. Quand on envoie des loaders, pousser la neige, bien évidemment, ça ne se fait pas gratuitement. Et un dernier message, en période d'hiver, au niveau des poubelles, inviter les gens à ramasser leurs poubelles rapidement après la collecte des poubelles. Ça, pour faciliter l'entretien des rues, il faut les ramasser, les poubelles. Puis sinon, la charrue, elle passe pareil, hein? Puis des fois, ben, elle les renverse, les poubelles, elles sont brisées, les gens ne sont pas contents. Alors, ça crée toutes sortes d'irritants qui ne sont pas nécessaires. Déjà, de pelleter et de souffler, c'est déjà un bon irritant, fait qu'on va essayer de contrôler le reste. À 14.1, dans le loisir et sport, on a eu aujourd'hui, on s'est déplacé, donc M. Racine qui est dans son secteur d'activité, mais M. Foster est venu avec moi aussi. On est allé faire une dernière belle petite visite de la salle d'entraînement. Salle d'entraînement qui va vraiment bon train. C'est certain qu'à la vitesse où ça va avec le contracteur, on est dans l'échéancier. Ça sera en fonction au début de janvier 2018, sûr et certain. Cet après-midi, les quilleurs étaient au rendez-vous aussi. Ils sont revenus dans l'espace, donc pour leur activité. C'est sûr qu'ils ont vécu un petit peu d'inconvénients, particulièrement la poussière qu'il y avait dans l'air, parce que même si les gens de la salle de quilles essayent d'entretenir, bien évidemment, il y a de la construction pas très loin, alors il y avait quand même de la poussière dans l'air. Mais donc, ça cohabite très bien à l'heure actuelle, c'est tant mieux. Et au niveau, nous, du projet de la salle d'entraînement, ben, on s'est associé avec des utilisateurs, des adeptes de l'entraînement physique qui s'impliquent avec nous afin de planifier la suite des choses, c'est-à-dire les équipements, la place, la place pour les disposer, les horaires d'accès, tout ce qui va se passer donc en janvier. On a des citoyens qui participent avec nous, qui sont des utilisateurs quotidiens, donc qui peuvent aussi nous faire de belles recommandations. Et on est heureux d'annoncer qu'il y aura patinoire extérieure cet hiver. Donc,
Nous avons acheté les bandes de patinoire et la bâtisse, le stand de taxi. Si je dis ça, tout le monde va savoir de quoi je parle. Le stand de taxi sera donc propriété de la ville. C'est une belle petite bâtisse, hein, presque patrimoniale. On va essayer de la garder. On a acheté donc du golf pour un montant de 13 500 $, cet équipement-là, qui sera disposé, on espère, de façon permanente. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait patinoire extérieure l'hiver, puis qu'il y ait du deck hockey à l'été. L'engouement, on a une demande en ce sens. Puis en fait, un coup qu'on va avoir bien installé, on laisse les bandes, puis c'est le revêtement au sol, évidemment. Alors, on est dans ce projet-là, mais c'est ça notre intention. Le lieu choisi, c'est les 2 terrains de tennis qui ne sont plus utilisés. On avait 4 terrains de tennis, il y en a 2 terrains sur lesquels on a mis le tapis, le revêtement, recommandé pour le tennis, et les 2 autres terrains qui sont restés en asphalte sont non utilisés, et c'est là qu'on va aller chercher plus grand un peu même que l'asphalte. On va aller chercher le maximum. On pense que ça va donner une patinoire autour de 65-70 par 120-125, grosso modo. Okay? Ils sont en train de prévoir l'installation. Pourquoi on a choisi? Bien, on avait là 2 terrains de tennis qui n'étaient pas utilisés, mais on est aussi à proximité, évidemment, de tous les services de l'aréna. C'est-à-dire qu'il y a des toilettes, il y a le restaurant, quelqu'un veut rentrer pour se réchauffer, l'eau. Nous, pour l'eau d'arrosage, on l'a à proximité sans utiliser les bornes incendie. On a une conduite d'eau, donc ça, c'est important parce que c'est pas souhaitable d'utiliser les bornes d'incendie à d'autres usages que l'incendie. C'est déjà éclairé par le tennis. Si l'éclairage manque, ça va être d'en ajouter, mais on a déjà un bon éclairage de base. Et le stationnement, évidemment, est déjà ouvert. Fait que dans le contrôle de nos coûts, c'est important. Alors, toute l'installation ne devrait pas nous coûter trop cher et nous permettre à ce moment-là de donner un plus grand accès à l'ensemble de la population. Alors, il y aura patinoire extérieure, puis j'espère de façon permanente. Patinoire, On en Voilà donc au niveau des loisirs et sports. On passe au point 15 maintenant en administration. Je vais faire attention pour vous présenter les sujets puisque vous n'avez pas l'ordre du jour. À 15.1, dans un premier temps, alors Mme Huard était la présidente d'élection de la dernière élection et elle doit, au sens de la loi, déposer son rapport à titre de présidente d'élection. Merci. Madame la mairesse, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers citoyens, je vous soumets par la présente mon rapport concernant le processus électoral. En l'absence d'un directeur général et conformément à l'article 70 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, j'ai été nommée d'office à titre de greffière adjointe comme présidente d'élection. Le 31 août, j'ai nommé Mme Annie Gagnon à titre de secrétaire d'élection et le 14 septembre, nous avons suivi une formation dispensée par le directeur général des élections du Québec à la Malbaie. Tous les avis publics ont été publiés aux dates prévues selon le calendrier électoral qui est fourni par le directeur général des élections. Du vendredi 22 septembre au vendredi 6 octobre 2017 à 16h30, j'étais disponible afin de recevoir les déclarations de candidature et j'ai accepté les 9 candidatures que j'ai reçues. J'ai proclamé élus par acclamation les candidates et candidats suivants, c'est-à-dire Mme Anctil, Mme Dolores Simard au siège numéro 1, M. Richard Foster au siège numéro 3, Mme Gina Lheureux au siège numéro 4 et M. Guy Racine au siège numéro 6. J'ai alors annoncé qu'il y aurait élection au poste suivant, c'est-à-dire au siège numéro 2, M. Mario Desbiens contre M. Claude Huard. Au siège numéro 5, M. Luc Brisson contre Mme Nadine Gagné. J'ai utilisé la liste électorale permanente fournie par le DGE, à laquelle j'ai ajouté les propriétaires et occupants de places d'affaires non domiciliées qui étaient déjà inscrits. J'ai organisé une commission de révision qui a siégé à l'Hôtel de Ville les 17, 18 et 19 octobre afin de procéder à la révision de la liste électorale. J'ai organisé 3 sessions de formation pour le personnel affecté à la commission de révision, au vote par anticipation et le vote le jour du scrutin et j'ai procédé à leur assermentation. J'ai mandaté Voltige Communication de Bécomo pour l'impression des bulletins de vote et commandé le matériel nécessaire à l'élection.
Le 11 octobre, j'ai organisé une rencontre afin de donner les règles aux candidats en élection. J'ai remis la proclamation aux candidats élus par acclamation et procédé à leur assermentation. Le jour du vote par anticipation, le 29 octobre, de midi à 20h, 228 personnes se sont présentées au bureau de vote afin d'exercer leur droit de vote. J'ai ensuite fait la liste de ces personnes pour donner aux candidats en élection. Le jour du scrutin, le 5 novembre, tout s'est déroulé normalement, à part la tempête, et dans l'ordre le plus complet. 549 personnes ont exercé leur droit de vote. Au total, ce sont 774 personnes qui ont voté à cette élection, soit 30,14% des 2568 inscrits sur la liste électorale. Le dépouillement du scrutin s'est effectué aussi rapidement que possible et vers 21h30, j'ai procédé au recensement des votes et communiqué les résultats aux personnes présentes à la polyvalente des Rivières. Au siège numéro 2, on avait M. Mario Desbiens, 547 votes pour 70,85%. M. Huard, 210, 27,20%. On a eu 15 bulletins rejetés. Pour M. Luc Brisson, 377 pour 48,71%. Mme Nadine Gagné, 383 pour 49,48%. On avait 14 bulletins de rejetés. Le 10 novembre, après le délai prévu pour un nouveau dépouillement, j'ai proclamé l'élection de M. Mario Desbiens et de Mme Gagné et je leur ai transmis par courriel une copie de cette proclamation et on va procéder à la sermentation à la fin de l'Assemblée. J'ai affiché et publié les avis donnant les résultats des élections qui vont poster dans le journal cette semaine. En terminant, mesdames et messieurs, je voudrais vous assurer que nous avons fait, moi et Annie, de notre mieux pour nous acquitter consciencieusement des responsabilités qui nous ont été confiées durant cette élection et nous espérons l'avoir fait à la satisfaction de tous. Vous nous permettrez certainement de féliciter les élus et remercier tous les candidats et tout le personnel électoral pour leur collaboration. Merci. Merci beaucoup, Mme Huard. À 15.2, le paiement des comptes. Alors, je le rappelle, les comptes ont été déposés, ils sont tous là, mais ils ont été... On avait 2 mois. On avait 2 mois, puisqu'il n'y avait pas eu d'assemblée. Donc, tout a été déposé, lu, commenté, questionné en comité de travail afin d'être dispensé de la lecture et d'en faire l'approbation immédiatement. Donc, vous avez pris connaissance des listes de tous les comptes et des prélèvements bancaires. Par résolution, M. Desbiens. Merci. À 15.3, le rapport financier. Oui, le rapport financier, au 31 octobre, on était à 4 248 842 pour un budget qui était prévu à 5 489, ce qui donne 77%. On devrait être à 83% en 10 mois. Alors, on est 5% positif. OK? 6% en bas de notre ratio. Merci. À 15.4, les autorisations de déplacement. Alors, à Bécomo, M. Marc Pigeon, comme agent de développement, les 15 et 16 novembre, donc cette semaine, rencontre de planification marketing de Tourisme Côte-Nord pour l'année 2018. M. Pierre Perron, directeur des travaux publics, le 21 novembre, se déplacera à Sept-Îles pour une formation sur les modifications apportées au règlement Q2R22 sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Et à Bécomo, les 1er et 2 décembre, Mesdames Dolores Simard et Nadine Gagné, conseillères, pour suivre la formation obligatoire des nouveaux élus sur l'éthique, déontologie et responsabilité municipale. Première sortie. Voilà. Proposée par M. Foster. Bonne école, mesdames. Donc, c'est très intéressant. À 15.5, dans les demandes d'aide financière, nous avons Opération Nez Rouge qui, bien sûr, tient sa campagne de financement annuel. Nous contribuerons pour un montant de 200 $, proposé par Mme Nadine Gagné. À 15.6, nomination d'un maire suppléant. Alors, conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes qui prévoit la nomination d'un maire suppléant afin d'exercer les fonctions de la mairesse lorsque celle-ci est absente du territoire ou est empêchée de remplir les devoirs de sa charge.
Il est donc résolu de nommer les conseillères et conseillers à titre de maire suppléant selon le calendrier suivant. C'est-à-dire qu'à tour de rôle, chacun pour une période de 3 mois sont nommés. Donc, ça serait Mme Simard qui débute du 14 novembre au 13 mars 2018. La résolution. Et ainsi de suite pour les autres, chacun leur tour. Proposé, M. Desbiens? Merci, Mme Simard. Je suis assez bonne santé, donc ça va. Je le vois. À 15.7, le renouvellement du contrat d'Adjet Holding. Adjet Holding, c'est le carburant à l'aéroport. Donc, attendu que la ville de Forestville est propriétaire de l'aéroport local situé au 39 route 138S à Forestville. Attendu que la ville est déjà sous convention avec Adjet Holding Incorporé pour la vente de carburant à notre aéroport et que la convention est échue. Attendu que les services contenus dans l'offre de services sont à la satisfaction de la ville. Il est donc résolu de m'autoriser à signer le renouvellement du contrat contenant les termes et conditions actualisés avec Adjet Holding Incorporé pour l'approvisionnement de carburant à l'aéroport pour une période de 5 ans, débutant le 1er septembre 2017 et allant se terminer le 31 août 2022. Par proposition, M. Desbiens. À 15.8 pour la MRC Haute-Côte-Nord, attendu que selon la loi sur l'organisation territoriale municipale, le conseil de la MRC se compose du maire de chaque municipalité située sur le territoire de la MRC. Attendu qu'en cas d'absence, d'empêchement, de refus d'agir ou de vacances de la mairesse, elle doit être remplacée au sein du conseil de la MRC par un substitut que le conseil de la municipalité locale désigne par ses membres. Il est donc résolu de désigner M. Richard Foster à titre de substitut au conseil de la MRC de la Haute-Côte-Nord. Je propose. M. Racine. Donc, M. Foster a déjà de l'expérience. Il a siégé pendant 4 ans lorsque j'étais préfet. Le droit de vote était à M. Foster, donc ce serait juste une reprise. Ça va être moins souvent, là. Peut-être, oui. À 15.9, la TEC, donc la TEC 2014-2018, la taxe sur l'essence. Donc, une résolution qui se lit comme suit. Attendu que la Ville de Forestville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, ce qu'on appelle la TEC, pour les années 2014 à 2018. Attendu que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Il est donc résolu que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, les hauts fonctionnaires, les employés et les mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le programme de la TEC. Que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au MAMO de la programmation des travaux et de tout autre document exigé par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre. La Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale qui est fixé à 28 $ par habitant par année, donc 140 $ par habitant pour les 5 années du programme. Que la Ville s'engage à informer le MAMO de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux, qui est déjà approuvée par la résolution, et que la Ville atteste qu'à la présente résolution, que la programmation des travaux comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars prochain. Alors, la TEC pour la Ville de Forestville, ça représente plus d'1 million. Je pense que c'est 1,4 million quelques. Pour obtenir cette part de financement, il faut que la Ville contribue
pour un montant donc qui est prescrit et pour faire des travaux. Et dans l'ordre des choses, c'est que les travaux que le ministère autorise, c'est premièrement les eaux, l'eau potable, les eaux usées, avant d'aller à des travaux de voirie ou d'infrastructure. Il faut y aller dans l'ordre. Alors voici, c'est la résolution qu'on ait accès donc à cette aide financière et ça confirme que la Ville mettra sa part donc, dans le projet. Par proposition de Mme Simard. À 15.10 pour l'Office municipal d'habitation. Alors, on sait que l'OMH, dans ses budgets, s'il y a un déficit, la contribution de la Ville est de 10 %. Alors, c'est pour ça qu'ils nous tiennent toujours au courant de l'évolution de leur budget. Et on doit approuver quand ils nous envoient des modifications. Alors, ils ont revisé leur budget 2017 et nous adoptons donc le budget tel qu'ils nous le présentent en date du 19 décembre, où le budget prévoyait des revenus de 103 459 et des dépenses de 94 120. Alors, c'est un budget qui est en surplus, mais nous devons l'approuver de toute façon. 19 septembre. Jeudi? Décembre, septembre. Ça va trop vite, les mois. Par proposition, Mme Leroux? À 15.11, notre agente de développement municipal, qui est Mme Peggy Bourque-Ouellette. Alors, il y a des demandes d'aide financière et reddition de compte à faire. Donc, la résolution vise à m'autoriser à signer et à déposer la demande de financement à la MRC Haute-Côte-Nord dans le cadre de la politique de soutien à un projet structurant pour reconduire l'embauche de l'agente de développement municipal pour l'année 2017-2018. De même que nous confirmons donc que la Ville s'engage à verser la mise de fonds nécessaire selon la politique en vigueur et d'adopter tel que rédigé le plan d'action proposé par Mme Bourque-Ouellette. Alors, nous devons poser la demande financière, le plan d'action et notre contribution, évidemment, parce que ça ne paye pas le 100% du salaire. Proposé M. Foster. À 15.12, des nouvelles personnes autour de la table, ça veut dire aussi des nouvelles résolutions pour les signatures bancaires. Il est donc autorisé d'autoriser les personnes suivantes à signer les documents nécessaires aux opérations bancaires liées au compte de la Ville. Alors, moi-même, à titre de mairesse, les 6 conseillers et conseillères, Madame, au niveau du personnel administratif, donc Madame Lison Huard, Madame Linda Ouellette et Madame Annie Gagnon. Cette résolution remplace toute résolution déjà adoptée et demeure en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle résolution soit transmise aux institutions financières. Monsieur Desbiens. Au point 16, pour terminer dans les actes législatifs, à 16.1, une servitude en faveur d'Hydro-Québec. Alors, on se rappellera que sur la première avenue, il y a un promoteur privé, Asselin Labelle Bouchard, qui a un développement domiciliaire. Il y a une ligne électrique qui passe dans l'ensemble du terrain qui leur appartient. Ils étaient en pourparlers avec Hydro-Québec, soit pour être compensés par rapport à cette ligne électrique qui venait leur imputer des restrictions au niveau du lotissement. Hydro-Québec a décidé de déplacer sa ligne d'ici février-mars prochain. Alors, ils vont refaire la ligne électrique sur la première avenue, mais davantage vis-à-vis de notre station de pompage pour s'en aller vers le golfe et donc, le déplacement. Et par résolution, donc, nous accordons à Hydro-Québec une option d'acquérir des droits réels et perpétuels de servitude en contrepartie d'une indemnité à être négociée sur une parcelle de l'eau appartenant à la Ville située le long de la première avenue. La superficie reste à être déterminée sur la servitude et de m'autoriser, de même que la greffière, à signer cette servitude. Alors, sur l'ensemble de la ligne, il y a un tronçon qui est sur les terrains de la Ville, une autre partie du tronçon, c'est le golfe, et une dernière partie qui est une privée, donc une succession. L'indemnité, c'est entre 10 et 15 000 $ pour la Ville. C'est ça. Voilà. Donc, M. Racine. Parfait. Voilà, ceci met fin à notre ordre du jour tel qu'on vous l'avait présenté. Donc, période de questions des citoyens, telle que la coutume le veut. Les premières questions sont pour les médias.
Point 9.1, Mme Antil, vous avez parlé des travaux d'asphaltage, je pense, un peu partout sur le territoire de la ville. Où est-ce que les besoins étaient les plus urgents, c'est ça? J'ai parlé de l'asphaltage à Paul B. Okay. Seulement. Seulement à Paul B, le Oui. 60 000, c'est Oui, ça, madame. c'était ça ma question. Seulement à Paul B. OK. Oui. C'est bon. Oui. Ensuite, au point 11.1, les travaux sur la première avenue, Oui. les fameux nous. Oui. Comment vous l'écrivez? N-O-U-L-T? N-O-U-E-S. N-O-U-L-S. Je pense que c'est ça. N-O-U-E-S. OK. Épicine? Donc, le fait que vous ayez pris la décision de remplir ça avec de la pierre, est-ce que ça vient enlever la fonction première de ces Non. nous-là? Non. L'absorption va demeurer la Oui. même? L'absorption va demeurer la même. Ce que l'ingénieur nous dit, c'est qu'au fil des années, bien sûr que par l'entretien qu'on va faire sur l'asphalte, là, il risque d'avoir du sable qui s'accumule à travers la pierre nette. OK. OK? Bon, alors il faudra être vigilant au fil des années, mais je pense que dans 10 ans, d'autres s'en occuperont de la pierre nette, là. Il y aura toujours moyen de recreuser et de, si jamais l'absorption, parce que ça se compacte avec du sable qui se fait diriger par le vent ou par l'entretien de la chaussée. Mais je pense que c'était un moindre mal de remplir et d'en faire un suivi plutôt que d'avoir des piscines le long de la première avenue. Ce qu'on a argumenté avec l'ingénieur, c'est que c'est pas on n'est pas contre la technique. On le voit d'ailleurs quand sur les routes principales, la 138, dans ce qui s'est fait à Port-Neuf ou à Longueuil, vous les voyez, ces espaces-là. Puis soit, tu sais, on n'a rien à commenter sur ça, mais c'est là on est centre-ville, avec une piste cyclable, avec des entrées de particuliers. Alors, on jugeait que c'était plus dangereux et il y avait moyen de garder la fonction en faisant d'autres choses. OK. Et ça va représenter combien approximativement en coût supplémentaire? Ben, je pense que ça va être c'est très peu. Je n'ai pas la facture, mais c'est de la pierre nette. Il devait y avoir un aménagement de toute façon de ces nous-là, qui était de la terre, qui était du géotextile et de la terre par-dessus, mais ça ne serait pas venu à égalité. Okay? Ça aurait pu laisser jusqu'à 6 pouces de dénivellation. Alors, au lieu de faire ça, mais il y a déjà donc des coûts, ben, nous, on dit, au lieu de faire ça, ben, on veut un géotextile, puis on veut de la pierre nette à égalité. Quelques milliers de dollars, peut-être, là. On en est là. OK. Mais on était prêt à faire davantage, même au niveau des coûts, étant persuadé que c'était une décision beaucoup plus adéquate. D'accord. Point 12.3, Mme Antil, les bornes de recharge électrique, j'imagine qu'elles vont être situées Au bureau d'accueil. au bureau d'accueil. Hein? On veut vraiment que les deux bornes soient sur la même plaque qui est en train de s'installer. La borne de recharge lente, la borne rapide, que ce soit ensemble sur la même installation. OK, c'est bon. Oui. Plus de questions pour moi. Merci. Mesdames et messieurs, question de précision, question? M. Harvey? Bonjour, Bonjour. félicite pour une nouvelle équipe. Merci. On parlait justement de bonnes de recharge. Les bonnes de recharge, vous avez dit qu'on payait, que l'hydro 20%. payait 80%, donc c'est 8 000. Nous autres, on Non. paye 2 000. Non, Bon, ben, on non, paye non. 8 000. Non, attention. On va parler des deux bornes. Ouais. La borne rapide qui est en train de s'installer, ça, c'est un programme de subvention avec Hydro-Québec. L'ensemble du projet vaut 80 000. OK, je ne me trompe pas dans les chiffres, hein, autour, je arrondis, là, mais 80 000 Hydro-Québec en paye 80 un peu plus même de 80 dans le programme d'Hydro-Québec. Hein. Ce que j'amène ici, là, c'est la borne lente. Et là, c'est avec Tourisme Côte-Nord. Et là, c'est le 8 000 parce que c'est pas le même coût, là. C'est pas la même installation non plus. Fait qu'on aura les deux bornes, mais c'est deux programmes de financement différents. Mais en pourcentage de l'Oise-Côte-Nord, Oui, c'est 80 80 aussi. Ça veut dire qu'à la place de 8 000, mettons, C'est 8 000, 8 000. 80%. 8 fois 8, en fait, c'est 1600 piastres.
C'est bon. Alors que Hydro-Québec est plus généreux. C'est ça, je pense que c'est près du 90, sinon plus. Puis la payé par demande Hydro-Québec. était très forte parce qu'au niveau du camping, il y en a beaucoup qui venaient. C'est un circuit qui est en train de se mettre en place. Hein. Il y en a à Tadoussac depuis quelques années même, je pense. On est en installation, je m'adresse à M. Desbiens parce qu'au niveau des villages relais, Mario nous a représenté à ce niveau-là, puis c'était une priorité au village relais. Alors, on était en même temps que Chute aux Outards, ils ont fait leur installation, ils ont fait une sortie il y a quelques semaines, Chute aux Outards. Alors, c'est tout un circuit qui veut s'installer au Québec. Les villages relais sont priorisés pour les subventions. Et là, Tourisme Côte-Nord vient ajouter, hein, dans le fond, un autre type de borne de rechange. Il y aura la rapide, puis il y aura la lente. Je vais regarder vos dépenses, là. Des belles dépenses pareilles, là. Oui. Mais vous avez parlé que vous avez fait un nouveau chemin d'accès à l'aéroport. Un nouveau chemin d'accès. Fait par Totus. Ah. Aujourd'hui, c'est une nouvelle entrée. Une nouvelle entrée. Oh, l'entrée de clôture. La clôture. Oui, d'accord. Je cherchais le chemin, là. Oui, Oh, oui, c'est beau. une entrée. Tout à fait. Dans la clôture. Nous, maintenant, encore, Madame Harrington? oui, Harmonet, au suivi de Bobby, quand on parle, oui, elle va nous parler là, tout à l'heure. Quand vous dites que les années comme l'année prochaine, Oui. que vous faisiez des fossés, est-ce que vous allez faire le même genre que vous avez fait de l'autre côté de... Ben, ce que j'ai dit, c'est qu'on va planifier d'autres travaux au printemps à Colbé. On le sait, entre autres, là, vous connaissez bien votre route, là. Il y a une place là, où on a fait un ponceau. Mais dans le même coin, là, il y a 2 ponceaux qui sont en train aussi de s'écraser. Non, mais c'est des places qui n'est pas beaucoup... Mais c'est parce qu'il faut drainer, hein. Toute route, là, avant de travailler sur le dessus, là, il faut avoir la préoccupation de bien drainer le dessous. Ça veut dire Sinon, que dans ben, notre partie à nous, en allant vers si on va vers le cimetière, ça va être d'autres années antérieures. non. Non? Ben, c'est-à-dire que, je veux bien le faire comprendre. Oui. On va planifier des travaux, OK? Puis toujours dans les sites les plus... Je vous nomme les 2 ponceaux. Je ne dis pas qu'il va y avoir juste les 2 ponceaux-là. Mais entre autres, ici, aux travaux publics, tu sais, admettons, on va dire, on fait 2 ponceaux par année, on fait 50 000 $ d'asphalte, on fait des fossés, on fait des lagages sur le bord. là. C'est tout ça qui a été fait chez vous. Parce hein. Il y a que pas oui, on juste... sait, moi je suis d'accord avec vous, c'est parce qu'on le voit depuis ce printemps, puis on sait que vu ce que vous avez apporté l'asphalte, comme on disait tout à l'heure, là, c'est rendu un boulevard, que les vannes passent par là, c'est plus beau que sur le bord, ce que nous autres on emprunte. Il faudrait que ça cesserait, puis de remplacer la pancarte que à l'entrée du casse-pierre, là, il y avait une pancarte qui avait interdiction de mettre des camions, là, Circulation locale seulement. circulation locale seulement, mais elle est rendue tellement désuète. Elle est brûlée par le soleil. Poignée Et brûlée. Blaine? Mais ça serait- on va y voir. Ça serait bon, là, peut-être, puis comme je m'en parlais, téléphoner avec les autres, faut que là, vous reparez de bord, puis Oui. là, il arrive, puis il reprise, tout est frais, là. Oui. Ben, quand vous m'avez appelé cet après-midi pour me dire qu'il y a des camions qui circulaient, évidemment qu'il n'y a aucun camion qui avait eu l'autorisation d'aller circuler, puis que vous en avez vu toute l'après-midi chargé de bois sur notre belle asphalte neuve. Mais mettez-en, puis on s'est battu de... Merci beaucoup, madame. On avait de la misère à... Ouais, c'est comme les dépotoirs clandestins. Là, qui comprennent plus vite, puis d'autres moins vite. Hein? C'est pas de temps dans le dessin, Monsieur Tremblay? Oui, bonjour. Bonjour. Et félicitations à tout le monde pour les élections. Merci. Dans le rapport, vous avez ici la liste des comptes payés au 31 octobre 2017 à la page 2. Oui. L'article 228. Oui. Les paysagistes foresteurs, empierrement au terrain de camping.
Il me semble que je suis là, puis j'ai rien vu comme ambiance. Non, on a posé la même question. On sourit parce que la question a été soulevée. C'est M. Foster qui a travaillé pour Cinéma Québec. OK? C'est pas au camping, c'est à la Bébête. C'est pas au Ok. camping. Ouais, il y a Et c'est un petit écart entre remboursé. les deux. Non, mais c'est remboursé. OK. Vous voyez les dépenses, vous ne voyez pas nécessairement le revenu. Ah. Tout ce qui a été investi pour le cinéma, Non, évidemment. ça, Je pensais que ma vue avait Cinéma. baissé. Le monde pense, Un comme on char. dit, que la base, tu sais, en bas de la course, ça fait partie de tout touristique. On ne sait pas d'où non plus. Hein. Mais on a posé la même question ici sur le libellé. Là, ça laissait un petit peu à supposer qu'il y avait eu de l'enrochement au camping. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est été livré sa première année. D'autres questions? C'était bien. Merci beaucoup de votre présence, mesdames et messieurs. C'est un rendez-vous le deuxième mardi de chaque mois. Vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai fait le suivi des dossiers pour que les conseillers et conseillères aient le temps de s'approprier chacun leur secteur. Ils auront davantage la parole dans les prochaines assemblées. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci.